sauver l'école républicaine. Ferdinand Buisson disait en 1903 « Le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains ». Par cette phrase que je vous propose de faire nôtre ce soir, et même au-delà de ce soir, on voit à quel point l'école est au cœur de la République. L'école est au cœur du projet républicain, d'une part par la transmission, par la mise en pratique du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. C'est à l'école que l'on vit ces trois mots-là particulièrement. L'école est le socle de la base du projet émancipateur de la République. C'est le quatrième mot qui vient un petit peu en résultante des trois premiers et qui donne à chaque citoyen la possibilité de s'émanciper. Qu'est-ce que s'émanciper dans notre République? S'émanciper, d'une part, par le savoir, par la culture, qui n'a pas ressenti le plaisir d'avoir une nouvelle connaissance, de faire la liaison entre deux connaissances, de découvrir un nouvel auteur, de découvrir une nouvelle information historique. C'est ce plaisir-là que l'école doit réussir à transmettre à chaque citoyen. S'émanciper, c'est bien sûr s'émanciper de son milieu familial, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue religieux. Le devoir de la République, c'est de permettre à chacun de ses citoyens, et avant tout à ses enfants, de pouvoir être des humains libres. S'émanciper, c'est bien sûr devenir aussi un citoyen politique, responsable, conscient que sa participation à la société est aussi importante que l'action des responsables politiques. Aussi, c'est pourquoi je voulais ajouter quelques mots par rapport à cette présentation du projet émancipateur de la République, puisque le projet républicain dépasse finalement le simple cadre politique. Il n'est pas que un type d'organisation, il est aussi un projet philosophique qui doit permettre à chacun de se sentir libre, d'être conscient de son humanité, de sa citoyenneté, et surtout d'être autonome. L'un des points essentiels de cette mission émancipatrice associée à l'école. Alors ce projet, bien sûr, initié sous la Révolution française, a été réalisé sous la Troisième République. Réalisé, évidemment, il faut compléter, puisque sous la Troisième République, les fonds baptismaux ont été mis en place, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour que notre République soit pleinement comme elle doit l'être, comme elle devrait l'être, comme il faudrait qu'elle soit, indivisible, sociale et laïque. C'est pourquoi la question que nous avons définie pour cette conférence ce soir, comment sauver la République, et le débat que nous allons avoir autour de cette question, est une question capitale. Si l'école n'est plus républicaine, c'est la République qui est en danger. Et si la République est en danger, c'est notre liberté à chacun qui est menacée. Si ces mots peut-être vous paraissent un peu forts, dits simplement comme ça en ouverture de conférence, je vais vous donner quelques exemples qui vont vous les illustrer à contrario. Dans les pays sous dictature, l'école n'est pas émancipatrice. L'école enseigne aux enfants un dogme. Et à l'extérieur, il n'y a pas de liberté. Dans les pays à tendance communautariste, les écoles ne reposent pas sur l'égalité des chances. Chaque communauté organise son école, avec son programme, avec son savoir, avec sa culture, et bien souvent, en arrière-plan, avec son dogme. On est très loin de ce projet républicain qui est le nôtre. Alors oui, si l'école n'est plus ou est moins républicaine, c'est tout l'édifice qui peut vaciller. La République est notre liberté. Or, depuis quelques décennies, nous voyons que ce projet républicain, que l'essence républicaine de l'école est remise en question. Et pas simplement théoriquement, pas simplement par quelques universitaires de la post-modernité, pas simplement dans les salons. Très concrètement, élément par élément, on voit ce projet qui était celui de l'ouverture de la Troisième République être remis en question. L'après 68, on nous a expliqué que la transmission était trop verticale. Il fallait de l'horizontalité. Tout le monde pouvait enseigner à tout le monde. L'élève au professeur, autant que dans l'autre sens. Comment peut-on oser présenter les choses de cette manière-là? Comment peut-on oser présenter l'enseignement de cette manière-là? Le dialogue qu'il peut y avoir entre le maître et le disciple
est toujours l'un des piliers de notre construction individuelle. Qui ne doit pas d'avoir découvert un livre par tel ou tel professeur? Qui ne doit pas d'avoir ressenti dans l'autre sens le plaisir de transmettre ce qu'on lui a transmis? Ce nivellement horizontal de l'enseignement est, je crois, une forme de mépris. Une forme de mépris parce que bien souvent, ceux qui nous tiennent ces discours ont, eux, reçu un enseignement correct avec un professeur qui enseignait vraiment, qui ne prenait pas les élèves pour simplement des individus qui peuvent dire n'importe quoi. Et c'est eux-mêmes qui ont reçu cet enseignement de qualité qui viennent maintenant nous dire qu'il faut de l'horizontalité. C'est incroyable. Deuxième point que je voulais évoquer, un point qui s'est construit en plusieurs décennies, le passage de l'instruction publique à l'éducation nationale puis à l'éducation dans les années 70. On ne vient plus à l'école pour recevoir la transmission, l'instruction publique, mais pour être éduqué. À partir de ce changement de vocabulaire, dans les années 80, le pédagogisme a fait son travail et nous a expliqué que les parents pouvaient rentrer à l'école, que les activités extrascolaires pouvaient aller à l'école et que c'était la même chose. Bien sûr que non. Il est absolument essentiel dans cette réflexion sur l'école républicaine de lui garder sa spécificité, son originalité, ce lieu où l'on transmet les savoirs. Enfin, dernier point, mais malheureusement la liste n'est pas exhaustive dans ce que je vous présente, dans les points que je vous présente, mais je voulais quand même évidemment souligner celui-ci parce qu'il participe à cette remise en question de l'école républicaine, c'est le dualisme scolaire. Depuis les années 50, l'école privée s'est vue, au fur et à mesure des gouvernements, sa position a été renforcée. Et jusqu'au point où maintenant, lorsque on ose dire que le projet républicain doit reposer sur l'école publique, on nous dit mais de toute façon maintenant c'est trop tard, il y a trop d'écoles privées. Le nombre d'élèves qui est dans les écoles privées est trop important, l'école publique ne pourrait plus les absorber. Non. Nous ne devons pas céder à ce type d'argument, nous ne devons pas baisser les bras, et c'est la raison pour laquelle le Grand Orient de France organise cette conférence, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir aux arguments politiques, aux arguments philosophiques, qui sont indispensables pour proposer un autre discours. Je ne vais pas refaire un historique, mais je voudrais malgré tout rappeler que ce que nous appelons l'école républicaine, c'est l'école qu'a fondée un État quand il a choisi la forme républicaine de gouvernement. Ça a commencé avec la fin de la Révolution française, l'an 3 de la République, et ça, après une longue période où des régimes non républicains ont été plus nombreux que les régimes républicains, puisqu'il n'y a eu que la Deuxième République, qui n'a pas duré très longtemps et qui n'a pas penché fortement sur le problème de l'école. C'est avec la Troisième République que, comme l'a rappelé M. Benoît Rico, c'est avec la Troisième République que non seulement l'État républicain se penche sur l'école, mais il en fait un ressort du régime politique qu'il est en train d'installer. Je voudrais rappeler qu'à ce moment-là, une bonne partie, je dirais même la majeure partie, des élites, je veux dire des savants, des experts de toute espèce, des hauts gradés dans l'armée, une bonne partie de cette élite n'est pas républicaine, ne considère pas que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Je voudrais rappeler par ailleurs que, à ce moment-là, pour ce qui est de la formation de ce que Condorcet appelait la partie grossière, c'est-à-dire les couches peu instruites de la société, pour cette formation,
l'État ne s'en préoccupait peu, et la majeure partie des couches pauvres étaient scolarisées quand elles l'étaient par l'Église. Donc, et l'Église, à ce moment-là, et en fait jusqu'en 1940, l'Église française est une Église qui ne croit pas que les hommes naissent et demeurent libres et égaux pour l'homme. Les droits de l'homme sont considérés dans le syllabus de Pie IX, et cet enseignement est encore valide en 1940, les droits de l'homme sont considérés comme une folie. Vous avez donc deux choses. D'un côté, une grande partie de l'élite, y compris de l'élite intellectuelle, et cela va durer jusqu'en 1940, qui considère que les bases mêmes de l'esprit républicain, à savoir que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, que cette base même, ou bien est fausse, ou bien ne doit pas avoir de conséquences politiques. C'est pour cela que tant d'intellectuels de grand calibre sont séduits par Maurras dans l'entre-deux-guerres, ou que Bergson, esprit de grand calibre, a pu écrire des textes qui sont ouvertement anti-républicains en ce qui concerne leur mise en œuvre. Et c'est aussi pour cela que, en mettant d'un côté le pilier des grands esprits qui ne sont pas républicains et la masse de ceux qui sont scolarisés par une Église qui n'est pas républicaine, c'est pour cela que la Troisième République, que je respecte, a disparu, a fondu comme neige au soleil en quelques heures par un vote en 1940. On ne peut pas, quand on parle de la Troisième République, oublier cet épisode. C'est-à-dire que le scepticisme à l'égard de la République avait atteint les rangs mêmes de ceux des hommes politiques qui se considéraient comme républicains. Évidemment, le signe le plus manifeste de leur fragilité, ça a été leur timidité à l'égard du vote des femmes. Et il a fallu, comme vous le savez, la Deuxième Guerre mondiale et l'intervention de la résistance pour que cet aspect change. En fait, je crois que je voudrais décrire la situation présente, je voudrais souligner trois choses. La première, c'est que le scepticisme à l'égard de ce que j'appelle le fondement de l'esprit républicain, autrement dit, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, ce scepticisme est revenu. Il est revenu, si j'ose dire, soit par la gauche, soit par la droite. Là, je ne parle pas des partis. Je veux dire, il est revenu par la gauche, c'est-à-dire au nom de ce que j'évoquais tout à l'heure, le post-colonialisme. Au nom de la déconstruction, hein, pour reprendre les termes qui étaient employés par Benoît tout à l'heure. Exactement, au nom de la déconstruction, avec l'influence du discours venu des États-Unis. Mais aussi, c'est venu par la droite, par ce qu'on appelle le néolibéralisme ou l'ordolibéralisme, l'ordolibéralisme étant dans les faits plus important en France que le néolibéralisme, conceptions qui ne sont pas simplement des conceptions économiques, mais aussi des conceptions sociales et politiques, qui reposent crucialement sur l'idée que entre l'expert et le tout venant, il y a une différence qui est une différence de nature, et que l'égalité dans la prise de décision entre l'expert et le tout venant
il ne faut pas dire simplement qu'elle ne doit pas être garantie, il faut qu'elle soit empêchée. Et il y a un certain nombre d'exemples aujourd'hui dans la société française telle qu'elle est, où l'on voit très bien que sur toute une série de questions, toute question en vérité qui touche à l'économie ou à la gestion administrative, en vérité, le discours est présenté de telle manière qu'il est inaccessible à, je dirais, une rationalité de type cartésien. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est l'idée que la transformation qui s'est opérée dans la conception même de ce qu'est le rôle de la République. Donc, il y avait effectivement, comme c'était le cas sous la Troisième République, des couches entières de la société qui rejetaient ou n'adhéraient pas à la conception républicaine fondamentale. L'Église, mais aussi une bonne partie des élites. Tant que la situation était de cet ordre, les républicains, qui en avaient conscience, sont partis du principe que la République avait des ennemis. Et qu'elle avait des ennemis dans la société. Et qu'en fait, la société était peut-être majoritairement pas faite pour accepter le principe républicain fondamental. Il ne fallait donc pas que l'école, en tant qu'elle l'était, qu'avait pour vocation la formation de citoyens républicains, il ne fallait donc pas que l'école reflète la société, et notamment n'avait pas à tenir compte de toutes les formes de regroupement, ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés, de toutes les formes de regroupement qui existent dans la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Grande date, très importante. C'est l'après-guerre. C'est le Conseil national de la résistance et c'est la 4e République. À ce moment-là, la République, après l'expérience désastreuse de Vichy, la République apparaît comme faisant l'unanimité. Ceux qui avaient, dans l'élite, avaient jugé élégant de balayer l'idéal républicain, on les a plus entendus. Bergson, ses conceptions politiques, avait fondé l'école d'Uriage, des cadres de Vichy. Évidemment, plus personne n'y fait référence. Je peux prendre d'autres exemples, et surtout, l'Église catholique, qui avait beaucoup de choses à se faire pardonner, baisse la tête, humblement, en disant, mais désormais, nous serons les plus républicains d'entre nous. Naît ce qu'on appelle la démocratie chrétienne en France, le MRP. La démocratie chrétienne a beaucoup d'idées et elle est capable de les développer. Sur ce fond de consensus que la République représente, la République non seulement réconcilie tout le monde, elle est ce qui divise le moins, mais en plus, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle divise le moins. Donc toute conception de l'école qui pourrait diviser, par exemple, en opposant une vision qui ne soit pas fondée sur les sciences de l'éducation, de la pédagogie, mais qui soit fondée sur la transmission des savoirs, toute conception de l'école qui divise sera considérée comme dangereuse. Et ce à quoi on a assisté, c'est à la constitution d'une école qui s'appelle elle-même communauté éducative,
Et le mot même de communauté éducative veut dire qu'au nom de l'éducation, ce qui était précédemment une institution devient une communauté, et en tant que communauté, elle a à refléter la coprésence et la mise en harmonie de toutes les communautés que la société intègre. Le troisième élément qui est intervenu, c'est la question de la faiblesse. Dans les années 1945, c'était encore vrai dans les années 60 et 70, on aurait demandé à quelqu'un comme moi par exemple, mais un sociologue, l'avenir de la famille en France. Tout le monde a répondu, l'avenir de la famille en France, c'est qu'elle devienne de plus en plus ténue, qu'elle disparaisse, qu'il reste un petit noyau, et encore bien fragile, entre les parents et les enfants, mais la famille en tant que puissance sociale est vouée à disparaître. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. La famille est redevenue une des formes de rassemblement social les plus importantes. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est, dans une grande mesure, la première forme de socialisation pour ceux et celles qui viennent de l'immigration. Le mot regroupement familial, que la mesure soit bonne ou mauvaise, c'est pas mon problème, le mot regroupement familial témoigne de cette centralité de la famille. Que c'est la famille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la communauté éducative qui est devenue l'école, c'est la famille qui domine sur les enseignants. Et comme la famille n'est pas faite pour transmettre du savoir, c'est pas son rôle, elle est faite pour transmettre des valeurs héritées, et souvent des valeurs héritées d'un passé qui est un passé marqué par une religion dogmatique, quelle qu'elle soit. La montée en puissance de la famille s'accompagne d'une montée en puissance de formes religieuses, dogmatiques et contraignantes. L'école ne peut plus jouer le rôle qui était le sien, qui était celui d'être un arbitre entre l'enfant et son appartenance familiale. On peut dire que la famille redevient une des formes d'oppression, appelons la patriarcale, parce que dans la majorité des cas, c'est effectivement une oppression de type patriarcal, une des formes majeures d'oppression patriarcale dans notre société. Ça scandalise l'opinion quand il s'agit des petites filles, mais c'est vrai pour l'ensemble des enfants. Or, l'école n'est plus en position de jouer le rôle de tiers arbitre au nom du savoir. Donc, je dirais pour terminer que je lancerai comme piste de réflexion la question de ce que j'appellerais l'indépendance scolaire comparable à ce qu'on appelle l'indépendance de la magistrature. L'indépendance scolaire qui permettrait, de la même manière que les magistrats, les juges, peuvent jouer le rôle d'arbitre dans les querelles privées ou l'emporter, imposer la force de la loi contre la force physique ou la force de l'argent, de la même manière, établir un système qui permet à l'école de ne plus être un lieu, ce qu'elle est devenue malheureusement, de ne plus être un lieu où la force physique est le dernier mot, que ce soit entre élèves ou que ce soit entre parents par rapport aux enseignants ou que ce soit par rapport à certains élèves par rapport aux enseignants. Il n'est pas juste, ce n'est pas une société républicaine qu'une société où la force est le dernier mot, qu'il s'agisse de la force physique ou de la force de l'argent.
il me semble que l'une des caractéristiques de la République à la française, c'est que l'école était la fierté de cette République. Alors, je ne parle pas là des élites, je parle du peuple, du petit peuple qui était... Vous êtes vous-même issu d'ailleurs. Hein. Qui était très très fier de cette école. Alors ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. On peut remonter au début du XXe siècle. Charles Péguy, par exemple, ou Alain, ont trouvé les mots pour exprimer cette fierté, ou même d'une façon moins élevée, moins spéculative, Marcel Pagnol, par exemple. Voilà. Alors, ces livres, les livres de Pagnol, qui ne sont peut-être pas de grands livres, témoignent d'une sorte d'attachement, d'une sorte de lien entre le petit peuple et l'école, qui est quelque chose qui s'est peut-être perdu. Donc, son école faisait du peuple français aussi un peuple assez singulier parmi les peuples. C'était le peuple scolaire, au fond. C'est cela que l'on comprend en s'intéressant au début du XXe siècle, ou en s'intéressant à la République. Mais finalement, le peuple français, c'est le peuple scolaire. Et par la vertu de l'école primaire, chaque petit Français côtoyait les Hugo, les Ronsard, les grands esprits de la littérature, La Fontaine, Francis Jean, je me souviens, et aussi quand il passait au collège, à l'époque on ne passait pas automatiquement au collège, et aussi quand il passait au collège, les Molières, les Corneille, bon, sans omettre pour ceux qui poussaient jusqu'au lycée, les Baudelaire, les Rimbaud. Autrement dit, une sorte de communauté dans le temps, transtemporelle, s'établissait entre, chacun à son niveau, entre les couches populaires, les petits garçonnets, les petites filles, et les grandes œuvres de l'esprit. C'est très beau ce que vous écrivez d'ailleurs là-dessus, hein, Robert, dans votre livre L'école fantôme. Par le biais de cette école, chaque enfant de France, du plus humble garçonnet des campagnes de Limousin à la plus pauvre fillette des Landes de Gascogne, entrait en commerce avec la langue française, avec sa pureté et avec son histoire. Et je crois que, je suis même persuadé, que cette chose-là a disparu, qui était ce cadeau de la République fait aux petits Français et aux petites Françaises, est quelque chose qui a disparu. Je suis grand-père d'un petit garçon qui est en quatrième et d'une petite fille qui est au CM2. Ce dont nous sommes en train de parler n'existe plus du tout à leurs yeux. Voilà. Alors en même temps qu'on peut, si je joue l'avocat du diable, que serait l'institution scolaire d'aujourd'hui, dans les écoles, sous les préaux de la République, on continue d'enseigner la langue française à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale ou confessionnelle. Cela n'a pas disparu. Je ne suis pas sûr du tout. On passe très très peu de temps à enseigner la langue française. On ne l'enseigne pas dans sa complexité. Je reviendrai peut-être dans 3-4 minutes. On l'enseigne comme une sorte de... comme une sorte d'espéranto passe-partout. Quelque chose comme ça. En mettant de côté la beauté et la complexité. Donc on l'enseigne comme un outil pour se débrouiller dans les relations sociales ou dans les relations professionnelles. Et ça, ce n'est pas l'enseignement de la langue, l'enseignement de la conjugaison, de ces formes que l'on appelait, lorsque nous étions à l'école primaire, analyse logique, analyse grammaticale. Tout seul, je vois bien que mon petit-fils, qui est en quatrième, n'a jamais entendu parler de ça. Et ce qui disparaît dans ce mouvement, c'est bien sûr l'enseignement de la littérature. Autrement dit, ce qui a fait du peuple français, tu l'as dit dans un entretien avec Alain Finkielkraut à Libération en 2010 ou 2011, je crois, ce qui a pu faire du peuple français un peuple littéraire, un peuple qui a un rapport particulier
particulier, ou plus particulier que les autres à la littérature, cadeau de la République, cela, c'est quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui. Pourtant, il me semble que nous étions aussi, grâce à l'école, grâce à la République, un peuple institué par les lettres. Alors, que s'est-il passé? Et il me semble que, je rejoins dans ce propos ce qu'a dit Jean-Claude Milner tout à l'heure lorsqu'il a parlé de scepticisme. Bon, ce que porte l'école, l'héritage, le savoir, la pensée, la culture, la littérature a perdu ou on a fait en sorte que ce ne soit plus légitime aux yeux d'une grande partie de la population. Donc il y a eu une délégitimation de ce que l'école, du contenu que l'école portait avec elle. Ce n'est pas sa légitimité en soi, bien sûr, qui est perdue, qui persiste, qui ne peut être détruite, mais sa légitimité aux yeux du monde, aux yeux du siècle, comme on disait jadis, ou de la société, comme l'on dit aujourd'hui. Donc la crise de l'école, sa gélatinisation, puisque je parle d'école gélatineuse, autant d'école que d'école fantôme dans ce livre, sa gélatinisation, c'est celle de la légitimité de la culture. La condition de possibilité de la transmission de la culture a été détruite par la déferlante, pas seulement par la déconstruction. La déconstruction, c'est dans les élites, mais aussi par la déferlante de la culture de masse, de la télévision principalement, par les produits des industries culturelles, autant que par l'anti-élitisme. L'anti-élitisme qui est quelque chose de très contagieux, par le déterminisme sociologique révolutionnaire, et par la déconstruction dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors Robert, c'est vrai que la caractéristique de la prise de position philosophique à l'instant de Jean-Claude Milner, c'est qu'il est radical, hein, au bon sens du terme. D'ailleurs, il retourne à la racine des choses. Et pour lui, la crise actuelle de l'école, sur laquelle nous réfléchissons, hein, et on va réfléchir aussi aux moyens éventuellement d'en sortir, serait au fond la revanche d'une conception de l'homme qui avait été mise entre parenthèses, voire défaite, par la Troisième République. C'est-à-dire une conception de l'homme qui est fondée sur des attachements religieux qu'on ne peut pas remettre en question, et sur une certaine inégalité de naissance. Il a cité d'ailleurs Charles Maurras, qui était évidemment pétri de ces idées, et qui les a transmises à un très grand nombre de Français de l'avant-guerre, notamment évidemment dans les milieux catholiques. Donc est-ce qu'au fond on assiste, d'après toi, aujourd'hui, à la faveur de cette gélatinisation que tu viens d'évoquer, au retour d'une conception de l'homme que la Révolution française et ensuite que la Troisième République avait écartée? D'une part, oui, mais pas seulement. J'ai l'impression qu'en même temps, lorsque il y a le désir de construire un homme à travers l'école, un homme nouveau, que le retour de l'homme ancien, mais le désir de créer un homme nouveau tout à fait coupé de la culture, des intérêts intellectuels, de la recherche de la beauté également, finalement tout à fait coupé de la gratuité et de l'inutile. Il y a ce côté-là également. Et, il y aurait un vertige de la table rase, en fait, il faut dire les choses comme tu les vois. De la table rase et de l'homme du présentisme. C'est-à-dire que l'homme ancien dont on peut constater le retour, c'est un homme lié à des racines, hein, réactionnaires au sens banal du terme. Mais nous avons aussi et je vois cette chose avec mon petit-fils qui est en quatrième. On veut faire un, entre guillemets, citoyen éco-responsable qui est encastré dans le vivre ensemble. Et l'objectif de l'enseignement, ce n'est plus du tout, dans un cas pareil,
d'apporter de l'instruction, d'apporter des connaissances, de montrer de la beauté, mais c'est véritablement de fabriquer ce type nouveau d'hommes, vivre ensemble. Donc, je ne sais pas, ça veut dire pas grand-chose, je pense, mais c'est pas la mission de l'école. Vivre ensemble, c'est l'école et la société comme communauté de communautés. Comme communauté de communautés peu compatibles, peut-être les unes avec les autres, donc on enferme chacun comme ça dans sa communauté. Vivre ensemble et éco-responsable. Alors je n'ai rien contre le comportement éco-responsable, loin de là. Mais est-ce la mission de l'école? Bon, je vois que donc mon petit-fils en 4e passe beaucoup, il y a beaucoup de cours de rien du tout, qui n'apportent rien, qui simplement essaient de donner l'habitude de comportement, de fabriquer des habitus. Voilà. Et peut-être cela, c'est une tentative de fabriquer un homme nouveau. Comment faire advenir la démocratie dans notre société, dans une école qui n'est pas la société? Il existe un maître, il existe des disciples, mais une école dans laquelle, alors je m'autorise à penser, que faire exister la liberté et faire advenir la démocratie, c'est faire exister l'altérité dans une relation de parité asymétrique. L'école est un lieu dans lequel il s'agit peut-être de faire exister l'autre, de faire exister l'élève, mais à travers une relation qui n'est pas une relation symétrique, parce qu'il y en a un qui sait et il y en a un qui ne sait pas. Et donc, expliquez-moi comment il est possible de faire exister une école républicaine qui soit aussi une école démocratique sans faire exister de la démocratie à l'école. Je dirais que c'est... moi, je ne suis pas du tout choqué ou frappé ou scandalisé ou déconcerté. Franchement, ce que j'entends, ce sont des nuances. Ça veut dire, vous avez... le vous s'adressant à moi, vous avez mis l'accent sur tel aspect, mais j'aurais souhaité que vous mettiez l'accent sur tel autre. D'accord, oui, tout à fait d'accord. J'aurais pu mettre l'accent sur le fait que on peut aussi partir de ce que c'est l'élève. Mais ça ne veut pas forcément, mais pour moi, ça ne veut pas dire que je lui dise vous croyez que l'islam est le premier monothéisme dans l'histoire, vous êtes libre de croire ça. Ça m'est égal. Non. Mais alors, est-ce que plus largement, Jean-Claude Milner, on peut faire fond sur le savoir préexistant des apprenants dont parlait monsieur? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que ça peut être un levier? Mais bien sûr. Mais on ne peut pas faire fond, ou en tout cas pas de la même manière, sur les préjugés. Pour moi, c'est deux choses différentes. Aux États-Unis, il existe des écoles, je ne parle pas d'écoles publiques nécessairement, mais il y a aussi des écoles publiques de ce type, où la théorie de Darwin ne peut pas être enseignée sans qu'on enseigne aussi, par respect pour les croyances des élèves, le créationnisme. Là, je pense qu'on est obligé de ne pas considérer sur le même pied le préjugé créationniste que peuvent avoir certains élèves avec un savoir. Donc, moi, je ne perçois dans votre intervention, monsieur, que des nuances. De la même manière, il va de soi que dans le patrimoine de savoir, il y a aussi les sciences et l'histoire des sciences. Et il y a un savoir technique, et il y a des savoirs techniques. Et il est tout à fait possible que autant beaucoup d'élèves arriveront dans l'enseignement primaire ou secondaire ou universitaire en ayant un savoir littéraire insuffisant, il est très possible qu'ils aient un savoir scientifique déjà constitué. Mais par exemple, moi je n'ai pas d'expérience directe dans l'enseignement des sciences, mais j'en ai discuté avec Françoise Balibar, qui a enseigné la physique, qui s'est posé des questions justement sur l'enseignement de la physique. Elle m'a expliqué que un des grands problèmes qu'elle avait, c'était de
justement de défaire dans le savoir, le bagage de connaissances en physique mathématique qu'avaient ces étudiants, de défaire des certitudes, parce que la manière dont on enseigne, dont on apprend la physique mathématique pour les besoins du baccalauréat, ça n'est pas la même chose que quand on va un peu plus loin. Donc tout cela, à mon avis, ce sont des nuances. Dernière nuance, là c'est plus qu'une nuance, c'est la question de la démocratie. Alors, je ne suis absolument pas opposé à l'idée qu'on puisse faire exister ce que vous appelez l'altérité et la parité, en ajoutant qu'elle est asymétrique. Tout le point, c'est justement d'ajouter asymétrique. Dès que vous entretenez un dialogue avec un élève, je répète, je ne vais pas faire semblant d'avoir des longues expériences d'enseignement dans l'enseignement secondaire, ça n'est pas vrai. Mais j'ai eu des entretiens, des dialogues avec des étudiants, que ce soit sur des questions de ma spécialité, la linguistique, ou que ce soit sur des questions de l'organisation des études universitaires, puisque les étudiants ont des idées sur l'organisation des études universitaires. J'ai toujours considéré mes étudiants comme mes égaux en tant qu'ils étaient mes interlocuteurs, mais pas comme des égaux en termes d'expérience, enfin, d'abord en termes de savoir en ce qui concerne la science linguistique, ou d'expérience en ce qui concerne les études universitaires. Je ne pouvais pas, je n'aurais pas fait mon métier si je n'avais pas expliqué à un étudiant ce qu'il ne savait pas en ce qui concerne la rédaction d'une thèse. Je n'aurais pas fait mon métier, je lui aurais menti. Vous ne croyez pas que la réussite à l'école au jour d'aujourd'hui est liée à la condition socio-professionnelle des femmes? D'abord, nous devrions définir ce qu'on appelle le savoir qu'a l'élève. Le savoir qu'a l'élève en arrivant à l'école. De trop souvent, il s'agit de ce qui se dit à la maison, ce qu'on dit à la maison, dans un univers clos, dans une communauté close, et trop souvent, donc, il s'agit de, vous avez entendu, préjugés, ou on pourrait dire de simples opinions non fondées ou très difficiles à fonder. Bon. Alors, que peut-on faire avec ce savoir? Savoir est un mot, c'est peut-être pas le bon mot, probablement pas le bon mot pour parler des représentations que les élèves transportent avec eux. Généralement, je crois que le professeur va chercher à s'appuyer sur eux, mais sur ces savoirs-là, mais il faut en même temps que l'élève accepte que ces prétendus savoirs ou ces préjugés puissent être détruits ou vont fondre comme neige au soleil. Il y a quelques jours, je parlais avec un professeur de philosophie qui avait pas mal de musulmans dans sa classe et il s'est aperçu que les musulmans n'ont pas voulu faire le devoir sur un extrait célèbre du gai savoir de Nietzsche qui s'appelle La mort de Dieu. Bon, ils n'ont pas voulu, mais alors ce sont des gens de 17, 18 ou 19 ans. Ce ne sont plus les petits de collège dont nous parlions il y a 5 minutes. Donc, ils n'ont pas voulu. C'est à partir de leurs préjugés, à partir de l'opinion, à partir d'un savoir trop sûr de soi, au fond. Parce que l'opinion est sûre d'elle-même. Et donc, elle va mettre en cause ce que le professeur va apporter. L'opinion est arrogante. Les préjugés sont arrogants, en général. Et le professeur aura travaillé avec cette arrogance. Donc je ne suis pas en opposition avec ce que vous dites, mais ça me paraît à nuancer. Et pour ce qui est
des sciences, soyons bachelardiens. L'opinion a toujours tort en science. Et là également, alors nous parlions de la pensée de l'évolution. Là également, on constate que plus on avance dans le temps, plus ces opinions, ces pseudo-savoirs, les préjugés de la maison empêchent l'enseignement. Voilà. Et donc il y avait bon, la question de monsieur. Oui, en effet, plus l'école devient pédagogiste ou pédagogisante, plus elle devient socialement ségrégative. C'est-à-dire, plus l'école est ouverte aux enfants, ouverte sur le monde et la société, plus elle trie. Alors, c'est pour Dieu renversé. Elle reproduit les inégalités de naissance, en fait, et de destin. Plus elle trie suivant les origines sociales et ethniques. Et l'erreur, je ne crois pas que ce soit une erreur, je pense que c'est volontaire. Bon, alors, l'erreur de tous les gouvernements précédents, ça a été d'accentuer le pédagogisme en disant oui, nous devons faire sa part à l'altérité, oui, nous devons faire sa part à la spontanéité des élèves, oui, enfin, vous connaissez tout ce discours. Donc ça a été de développer tout ce discours en disant nous allons réduire les inégalités, tout en sachant que c'est le contraire. Et ça, c'était Madame Najat Vallaud-Belkacem qui est très très loin, en sachant que c'était exactement le contraire qui allait se passer. Effectivement, cette charge de donner quelques mots de conclusion qui serait synthétique, c'est à la fois un exercice très plaisant et toujours très risqué, mais je m'y contrains avec beaucoup de plaisir. Dans les éléments de bilan que j'ai retenus à la fois des présentations et des échanges, le premier, et chacun de ces éléments de bilan construit la nécessité effectivement de sauvegarder l'école de la République, l'école républicaine. D'une part, c'est la présence d'ennemis. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. La présence d'ennemis, ce que j'appelle régulièrement avec la mâchoire du double ennemi. D'un côté, les forces anti-républicaines traditionnalistes qui viennent effectivement de Maurras et qui ont une dent depuis 200 ans contre la République et qui sont réactionnaires et déclinent cette force-là à partir dans divers mouvements, que ce soit le Front National, les identitaires, le Rassemblement National maintenant, enfin bon, la galaxie de leur univers est assez importante et effectivement ils font partie des ennemis de la République qui, avec plus ou moins de subterfuge, nous font croire mais effectivement, bien souvent portent en eux les germes de la réaction, l'idéal d'un régime qui serait à moins autoritaire et bien souvent monarchiste, etc. Et surtout le ferment de l'exclusion, à travers notamment le fait de privilégier et de construire une société moralisatrice basée sur des dogmes catholiques. Le deuxième ennemi auquel nous sommes confrontés, auquel l'école républicaine est confrontée, et ça a été évoqué plusieurs fois, c'est l'islamo-fascisme qui avance sous l'étendard de l'islamisme radical, avec des revendications communautaristes qui mettent à mal, effectivement, la sanctuarisation de l'école que nous souhaitons et sur laquelle nous avons échangé. Aujourd'hui, ça a été évoqué, c'est le deuxième point de bilan que je fais de cette conférence, l'école, et je remercie M. Radecker d'avoir plus ou moins intentionnellement répondu à la phrase de Ferdinand Buisson, l'école ne fabrique plus des républicains, mais fabrique des humains éco-responsables, insérés dans le vivre ensemble. J'ai trouvé tout à fait délicieuse l'expression parce qu'elle rend effectivement compte de cet entrisme de la société extérieure dans l'école et le fait que l'on ne s'attache plus à transmettre des savoirs, mais que l'école devienne
ce qui devrait être le rôle de l'extérieur, un lieu d'éducation, et particulièrement, puisque chacun d'entre nous peut en être conscient, les phénomènes de prise de conscience de l'environnement, du danger qui porte sur l'environnement, donc conduisent au fait que les enfants doivent devenir porteurs de ces idées-là, et tous bien ensemble. Donc là, il y a un dévoiement total du rôle de l'école. Troisième point de bilan, la fin du dépaysement, c'est-à-dire ce qui poursuit l'entrisme de la société extérieure dans l'école. L'école n'est plus un lieu différent. L'école est la suite de la rue, l'école est la suite de la télévision, l'école est la suite de la tablette. Effectivement, là, c'est un véritable danger, puisque à partir du fait où il n'y a plus cette différence-là, il n'y a plus le moyen de transmettre aux enfants quelque chose d'autre que ce qu'ils ont déjà. On a évoqué plusieurs pistes pour essayer de contrebalancer ces tendances qui sont aujourd'hui existantes. L'émergence d'un corps intermédiaire qui viendrait contrecarrer le dépaysement qui viendrait renforcer le fait que l'école soit un lieu de dépaysement et contrecarrer le fait que l'école soit devenue un lieu comme les autres. L'attention pour que la transmission des savoirs se fasse correctement. Un point sur cette question de transmission, parce qu'elle a occupé plusieurs fois nos échanges quant à savoir si l'élève vient sans rien et l'enseignant lui donne tout, ou si, même en imaginant que l'enseignant puisse donner quelque chose, l'élève ne vient pas sans rien. Je prendrai l'exemple basique que j'aime beaucoup, celui du langage. Les enfants entrent à l'école avec le langage, en tout cas quelques mots évidemment plus ou moins évolués. Certains ont beaucoup de vocabulaire parce qu'effectivement chez eux il y a une éducation, il y a des parents qui parlent beaucoup, et puis d'autres arrivent avec à peine 100 mots, et donc dans ce cas-là la marche va être plus grande. Donc que ce soit pour les uns ou pour les autres, ils savent plus ou moins parler. C'est pas pour autant qu'on ne leur apprend pas la grammaire. Et ça, la grammaire, ils ne peuvent pas l'apprendre tout seuls. Ils savent parler, bien sûr, mais ils ne savent pas mettre de mots sur la manière dont ils construisent les phrases. Et c'est cet enseignement-là qui, lui, alors là, absolument, ne peut pas être inventé. Il faut qu'il y ait un sachant qui se transmette ce point-là. Avec l'ensemble de ces bilans et les premières pistes, finalement, je me disais que on est passé en un siècle d'un moment où il fallait émanciper les élèves. C'était le rôle de l'école républicaine, et c'est toujours son rôle, bien sûr, mais nous avons finalement maintenant une deuxième mission pour défendre cette école républicaine, c'est émanciper l'école elle-même. Émanciper l'école elle-même, justement, de la pression qu'elle reçoit des familles, de la pression qu'elle reçoit de l'économie, et de la pression qu'elle reçoit, malheureusement, bien souvent maintenant, politique. Donc nous avons une deuxième mission devant nous, et j'espère que ce type d'échange et de discussion, et je suis bien certain que les échanges vont pouvoir continuer à l'extérieur, permettront à chacun de se faire porteur de cette nécessité d'avoir une école républicaine, c'est-à-dire à la fois une école qui est école, avec les savoirs, et il est important là-dessus de pouvoir faire la distinction entre l'être et le savoir. On est évidemment, dans tous les sens du terme, naître ou être à l'extérieur, avec son histoire familiale, sa culture, ce que l'on apprend en faisant une partie de football, ou simplement en jouant dans la rue, ou en étant simplement en famille, et le savoir que l'on peut recevoir justement dans ce lieu qui est l'école, et qu'elle soit républicaine, garantissant à chacun l'égalité et lui permettant d'avoir ce rêve et de pouvoir vivre un moment d'émancipation. Ce n'est pas donné à tous, et je ne peux que vous souhaiter à chacun de le vivre. J'ai dit.